Professeur d'Artiguel, je suis en compagnie de Michael afin d'avoir votre analyse sur la situation actuelle, donc la crise du Covid-19 et surtout ce qui nous attend après ce fameux confinement. Oui, le jugement sur le fond, je dirais, devient très difficile pour des raisons, disons, presque policières, enfin, de surveillance, quoi, disons, sans Mhm. vouloir sombrer dans l'excès, verser dans l'excès, mais disons que, bon, moi-même, je ne peux pas m'empêcher de dire que je trouve la nature de cette affection très artificielle. Je veux dire non pas artificielle au premier sens que c'est fabriqué par des hommes, mais je pense que c'est surtout une affaire, disons, de propagande, de mise de conditionnement, que nous avons affaire à une grippe ordinaire. Je dois dire, bon, peut-être qu'elle est accompagnée de quelques éléments nouveaux, mais la manière même de la traiter et de la guérir me semble être, disons, conforme aux règles classiques. Euh, bon, j'entends parler les uns et les autres, bien sûr, mais je dois dire que lorsque ça sera fini, je pense qu'on verra beaucoup de médecins avouer d'ailleurs qu'ils ont traité cela de façon ordinaire. Et quand on verra bien les chiffres, on verra bien sûr que nous sommes peut-être même, non si ce n'est inférieurs, du moins égal à ceux des autres affections. Mais il y a une sorte d'énervement qui vient aujourd'hui euh, de, de la retraite forcée, quoi, ce qu'on appelle le Oui, confinement. le Et je confinement. pense que cette opération est une opération quand même, euh, mettons, on pourrait dire que c'est un effet d'affolement ou de première, disons, l'effet d'une mesure précipitée. Mais je crois qu'il s'agit là quand même aussi de quelque chose qui a été pensé, pesé, et qui vise justement à diminuer euh, je ne dis pas la conscience des gens, mais à diminuer leur réaction, la puissance de réaction et de réflexion, en leur faisant croire qu'ils ont échappé à non seulement à un danger, mais qu'il y a des dangers potentiels autour d'eux, et que donc il faut qu'ils prennent, disons, euh, qu'ils prennent en compte que, bon, mais s'ils sont ruinés d'un côté ou s'ils ont perdu de l'autre, et beaucoup seront ruinés, à mon avis, il y aura même Bien sûr, suicide, je crois, de ce point de vue, eh bien, ils ont échappé, on leur a quand même donné la vie. Enfin, évidemment, oui, c'est on pas les sauve. une réaction, mais c'est au niveau même de ceux qui nous guident. Je dirais que c'est au niveau même de la tradition qu'ils ont reçue, quoi. C'est-à-dire traiter les gens comme, non pas des riens, mais des peu de choses, quoi. Ce qu'on appelle les petites gens, vous voyez. Nous sommes traités comme des petites gens, bon, et cette, cet affolement vient aussi d'une baisse de la réflexion, d'une baisse de la culture, c'est de l'exercice de la réflexion. Et les gens vivant au jour le jour, tâchant de voir des plaisirs réels ou des plaisirs imaginaires, et Mhm. bien évidemment ont une sensibilité, disons, amoindrie. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent plus véritablement à discerner des éléments qui leur permettent de juger d'une situation. Vous Ou savez, la résignation. oui, alors la situation, c'est-à-dire que, comme on dit, c'est comme dans les. Je vais donner un exemple, celui des bruits. C'est comme disaient les gens de l'école des Chartes à Paris. C'était des gens qui étaient souvent de familles communistes, familles marxistes à l'époque. Le marxisme était une maladie, un virus très répandu après la guerre. Et alors, ils étaient de familles, donc en général de professeurs ou d'enseignants, qui étaient très marqués par cela. Et alors, quand ils faisaient leurs études d'histoire, ils apprenaient évidemment des faits qui renversaient entièrement les constructions hâtives. Hein. Et en particulier, vous savez qu'il y avait un bruit au moment de la Révolution française, disant qu'il y avait une grande famine qui menaçait la France. Et j'apprenais par mes camarades de l'école, qui allaient rentrer à l'école des Chartes, que cette famine était toujours dans le département voisin. Elle n'était jamais chez soi, on ne la voyait pas réellement, mais on la sentait présente ailleurs. Et c'est ainsi que toute la France a cru être évidemment infectée par enfin infectée, disons, marquée, disons, au sceau de ce malheur. Mais ça a permis aussi de discipliner, disons, de former une masse qui ne réagisse pas très bien, qui n'a plus de comment dire, de vision générale, qui songe au petit futur et ne voit pas du tout la stratégie qui est préparée, qui est annoncée. Parce qu'il ne s'agit pas d'être un intellectuel, enfin, même si le mot est, disons, pas hypersexuel, mais disons péjoratif, mais
à l'origine, comme vous le savez, mais quand même des gens comme Attali, des gens comme que chacun peut approcher, nous ont avertis quand même de ces événements. Ils ont parlé quand même qu'une épidémie, je crois que c'est en 2008, qu'une épidémie permettrait évidemment, disons, ce serait une bonne chose, par exemple, ça permettrait, disons, une réorganisation du système mondial, etc. Et je dois dire que tout ce que dit Attali, moi je trouve que c'est un des personnages les plus importants, parce que comme vous savez, certains héros qui parlent comme ça, héros, je veux dire, écrits de manière de ceux qui proclament des événements, évidemment, bah, c'est lui, il annonce des événements, bien sûr, qu'il connaît, de conditions d'entretien, vous comprenez. Et alors, il a appris cela, il nous a appris évidemment même que M. Macron peut-être ne finirait pas son mandat ou n'aurait pas le deuxième mandat. Enfin, il a, à mon avis, suggéré donc qu'il y aurait une crise, voyez-vous, une crise importante, qui n'était pas simplement les manifestations des Gilets jaunes. Et une crise, toute crise aujourd'hui est mondiale parce que le pouvoir que nous avons est un pouvoir qui lui-même, disons, est lié à quelque chose qui appuie sa construction, non pas par sa force, mais appuie sa construction par un équilibre très fragile. Alors pour pouvoir maintenir cet équilibre, il est obligé de distribuer ses pions dans le monde. C'est comme ça que vous avez une partie de la production qui est faite en Chine. Bon, la Chine elle-même est entraînée et liée au système américain par les bons du trésor, etc. Bon, évidemment qu'on ne met pas en Chine une démocratie ou une dictature, on met un régime communiste, c'est-à-dire qu'on fait baisser la conscience. Mais le communisme, il n'est ni vrai ni faux, il est bas. Salvador Dali disait des impressionnistes qui c'était bas de plafond. Ben, là aussi, c'est bas de plafond. C'est ni vrai ni faux, mais c'est à petit futur, voyez. Donc, j'en ai bien connu. Maintenant, vous avez toujours ce genre d'idéologie qui est en apparence idéaliste et en réalité très matérielle. Je sais pas, tu l'as vu, toi, Mézi en Chine. Moi, je l'avais quand j'étais allé au début de la révolution culturelle. Je suis allé même 15 jours avant qu'elle éclate. Enfin, c'était évidemment par hasard, hein, ne croyez pas que j'y participais. Mais disons que j'avais bien vu cela, j'ai vu la terreur même chez les interprètes, qui étaient des interprètes catholiques du reste. Hein. Et ils étaient là justement pour ne pas montrer qu'ils étaient contre le régime, évidemment avec cela. Et alors, je crois que ce régime que nous connaissons mondial est un régime qui s'appuie justement sur ce qu'il y a de plus bas, pour pouvoir faire justement, pour faire qu'une société, en général, justement, consomme des produits de mauvaise qualité. Alors, ceci est justifié en même temps la faiblesse relative du niveau de vie. On dit, voyez-vous, touchez moins qu'avant, la monnaie dévaluée, mais vous pouvez quand même vous acheter quelque chose. Vous avez des produits de moins bonne qualité, mais ils sont quand même accessibles. Alors, je le vois, moi-même qui suis de famille de commerçants, c'est-à-dire de chemisiers, je vois très bien ce que les gens portent. Il suffit de voir, hein. Je ne touche pas, vous savez. Je regarde et je vois très bien bon, que c'est une très mauvaise qualité, que ça ne dure pas. Alors, on change, et ainsi de suite. Alors, on habitue les gens donc à une pensée, ce que j'appelle une courte vue, et vous le remarquez dans cette affection, c'est-à-dire que, par exemple, quand je dis par exemple qu'il y a des pays dans lesquels le confinement n'est pas aussi important que chez nous, n'est pas appliqué, même. Comme chez vous aussi, on vous regarde avec incrédulité. Bon, je ne sais pas moi, bon, nous avons tous entendu les médecins allemands parler. Bon, l'Allemagne, évidemment, elle est obligée de faire un peu le confinement pour ressembler à tout le monde. Mais disons elle agit d'elle-même, elle a même montré qu'elle avait un dynamisme intérieur, social, que nous n'avons pas, que nous croyons avoir, mais que nous n'avons pas. Et je pense que une des victimes, enfin, un des objectifs de cet ordre mondial, mais ça je vais peut-être un peu plus loin là, est justement la dislocation de l'Europe, de l'Europe réelle, je veux dire, hein, de l'Europe réelle, et que même la construction qu'on appelle européenne était un essai même de diminuer la puissance de l'Europe réelle. Vous voyez, je vais même. Oui, je pense aussi. Oui, quand on est, comme vous, Mézières, comme Michael, quand on connaît un peu l'Est, le centre de ce qu'on appelle l'Europe centrale, c'est-à-dire l'Allemagne, tout ça, et l'Est de la France, on le comprend très bien. Je peux vous dire même que je me souviens, c'est l'avantage d'avoir un certain âge,
c'est que des avantages, c'est d'être euthanasié. L'avantage, c'est bien sûr. Et alors, bon, je prends l'avantage. Et l'avantage, c'est que je me rappelle très bien que lorsque le fameux Kohl, enfin bon, qui venait de, vous savez, ce sont des gens qui, enfin bon, Galicie, là. Kohl, lorsqu'il a présenté l'unité allemande à Mitterrand, Mitterrand a demandé, lui, la formation de l'euro. Ce sont les Français qui ont demandé, les Français comme porte-parole. Ils ont voulu que l'on essaie, qu'on ait un pas dans le Deutschmark, voyez-vous. Et qu'on en prenne une part. Et je dois dire, c'est pas les Allemands qui ont imposé l'euro, vous savez, ça leur a été imposé, ça a diminué la valeur du Deutschmark, bien sûr, et malgré cette diminution, par le travail, c'est par le travail, mais pas le travail, nous on ne comprend pas, on croit que le travail, c'est ce qu'on impose aux autres, voyez-vous, et il y a une chose, disons, un dynamisme intérieur, il faut le dire, ben oui, qu'est-ce que vous voulez faire, qui fait qu'ils sont maintenus, et cela même est encore dangereux. Et moi, je crois que l'ordre mondial qu'on essaie de faire est un ordre mondial qui serait appuyé en grande partie sur une certaine Asie, puisque je vois que l'Inde et la Chine aujourd'hui sont présentés par la presse comme étant sortis du coronavirus. Enfin, oui, très rapidement. Tout d'un coup, on s'aperçoit que des millions de Chinois sont guéris. Bon, alors que bon, on piétine en Espagne, on piétine. Et je crois que tout ceci sont des faux semblants. Je dois dire que la Corée, par exemple, aussi a été touchée, mais la Corée est touchée. Vous savez que la Corée du Nord et la Corée du Sud sont liées en grande partie. Enfin, vous avez une partie de la Corée du Nord qui a donné son territoire, je veux dire sur la partie occidentale de la Corée, au Sud. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une machine. C'est-à-dire que bon, les dirigeants communistes ont compris que s'ils ne pouvaient pas faire travailler les leurs, il fallait au moins que d'autres travaillent chez eux. Alors donc, ils ont fait ça. Alors, je pense qu'on veut détruire un peu, abaisser évidemment toujours cette productivité, qui est de meilleure qualité que la productivité chinoise quand même, je dois reconnaître. Hein, bon. Et alors, je crois que nous allons aller vers comment vous dire, vers des sacrifices sociaux chez nous qui seront justifiés par recouvert, si vous voulez, par une sorte j'allais dire, de christianisme économique. C'est-à-dire qu'on va nous dire qu'il y a une loi de charité qui veut que l'on s'occupe d'autrui, etc. Et donc, on va partager le sous-développement, si vous voulez. Voilà. Ça, c'est une formule que m'avait donnée un de mes camarades vietnamiens, qui m'a appris l'allemand. Il était bon musicien, il était en Cagne, oui, en Henri IV, et c'était comme ça. Enfin, il m'a dit, le communisme, c'est le partage du développement, et nous rentrons dans une sorte de communisme, si je puis dire, vous le verrez. Je le vois, par exemple, non pas en matière sociale seulement, ou économique, mais je le vois en matière culturelle. C'est-à-dire que le niveau intellectuel il n'est pas absent, mais il est très bas, voyez-vous. Très bas et continu. C'est-à-dire que nous sommes élevés, nos enfants sont élevés justement à ne pas chercher autre chose que ce qui leur est donné. C'est une opération presque qui ressemble à de l'hypnose, hein, enfin du conditionnement. Mais ce confinement aussi a été un prétexte pour mettre en place ce qui a été demandé par l'OCDE, c'est-à-dire de mettre en place le e-learning, de faire l'école à la maison et de développer aussi de nouveaux marchés, parce qu'on voit bien qu'en ce moment, j'ai l'impression que c'est plus un test c'est un test au niveau de l'éducation nationale, de faire étudier les enfants à la maison. Les enseignants ne sont plus des enseignants, mais des accompagnants. Oui, voilà, ce sont des accompagnants. J'aimerais bien avoir votre avis sur ce nouveau marché qui sont en train de se développer. J'ai mon neveu qui travaille dans l'enseignement, justement, qui fait de l'enseignement par correspondance maintenant. Bon, ce sont des établissements libres où il est, qui se tiennent un peu mieux, disons, et encore bien que il y a une collègue qui ignore même l'existence de Théophile Gautier, évidemment, c'est assez étonnant. Mais enfin, tout ça, ça veut dire qu'il faut donner une médaille du sabotage à ceux qui nous dirigent. Hein. Je crois qu'en effet, les professeurs ne sont plus professeurs, les enseignants n'enseignent plus, mais que nous avons des accompagnants. Et ce qui est très profond, puisque c'est ce que veut, vous savez, l'école de Francfort, enfin, tous ces organismes qu'on appelle américains, parce que les Américains en ont recueilli les fruits pendant la guerre et après la guerre. C'est-à-dire qu'on est
l'enfant est là pour s'exprimer, c'est-à-dire pour faire ce qu'on appelle une dynamique de groupe. Voilà. Chose de Lévin, tout ça, c'est-à-dire qu'on ne sait pas très bien de quoi on parle, voyez-vous, mais l'essentiel, c'est d'avoir réagi. Alors la personne ne sait même pas dans quelle direction il faut aller, mais elle est aussitôt jugée, jugée non pas par ses pairs seulement, mais par ceux qui l'encadrent et qui notent non pas ce qu'elle sait, mais ses réactions. Par exemple, on va juger dans l'enseignement quelqu'un qui ne parlera pas beaucoup en classe, voyez-vous. Oui. C'est le contraire de ce qu'on faisait. Et alors on dira qu'il a une personnalité un peu certainement rigide, voyez-vous. J'ai même vu des textes, des textes allemands modernes, enfin, je veux dire de cette école de Francfort transformée, enfin enrichie, qui disent que dans les familles autoritaires, les familles de droite, évidemment, les enfants ne parlent pas. Donc s'ils ne parlent pas en classe, c'est qu'ils ont peut-être une éducation rigide, voyez-vous. Tout ceci, bien sûr, ça paraîtrait comme une sorte de d'oisiveté pédagogique, voyez-vous, c'est quelque chose qui n'a pas de sens, qui est un jeu. En réalité, je crois que c'est l'essentiel c'est la formation, c'est la diminution de la personnalité que l'on cherche. Alors, évidemment, la meilleure manière de la déformer, c'est de l'empêcher de lire. Oui. Ça, il fallait le faire, ils l'ont réussi, puisque je vois autour de moi, dans des familles moyennes, je dis bien moyennes, c'est-à-dire bon, qui ont certains revenus, mais les enfants ne lisent pas, ou lisent très peu, c'est-à-dire que avoir lu 20 pages, par exemple, à 12 ans, c'est considéré comme ayant lu quelque chose, voyez-vous. Un exploit. Un exploit, alors que, vous savez, quand nous avions, mais il n'y a pas si longtemps que cela, vous voyez, puisque nous avions des collections pour enfants, la collection Bibliothèque verte et autres, et que ce soit aux vacances, que ce soit à Noël, que ce soit, disons, lors des grandes fêtes, enfin, on nous offrait des livres. Hein. Je me rappelle le Capitaine Fracasse de Théophile Gautier, par exemple, puisqu'il y a plein de théories. Je l'ai lu quand j'avais 11 ans, 10 ans, 11 ans, vous voyez. Et donc, bon, j'étais pas quand même un génie, peut-être, je sais pas, j'ai jamais ce sentiment, mais disons que c'était le cas de tout le monde, voyez-vous. Et là, de ce côté-là, en supprimant la lecture, ils ont supprimé la pensée, ni plus ni moins. Parce que dans la lecture, c'est pas que lire, c'est penser, mais dans la lecture, l'enfant, il est avec lui-même, vous voyez. L'enfant se parle dans la lecture. C'est pas simplement qu'il y a des images comme à la télévision, mais disons que il se voit faire quelque chose et il se juge. C'est-à-dire qu'ils sont vous savez, la pensée, c'est une intériorisation, quoi, finalement, de soi-même, et l'entretien continu et silencieux de l'âme avec elle-même. Évidemment, c'est pour être vraiment un, il faut être deux. Et la pensée, pour être unifiée, il faut évidemment qu'elle puisse se parler, voyez-vous. Et là, je crois que cette sorte de silence intérieur, actif, est supprimé par ceux qui font de l'école un acte de participation bruyant. Voilà. Exactement. Le bruit extérieur. Oui. Je disais le bruit extérieur. Le bruit extérieur a remplacé le silence intérieur. Oui, voilà, le bruit extérieur. Vous savez, je dois dire, je ne vais pas me citer, mais parmi ces choses, je crois que j'ai réussi, enfin, qui ont été utiles, disons, dans ce sens-là. C'est une conférence que j'ai donnée il y a très longtemps. C'était, à l'époque, c'était pour égalité et réconciliation, puis c'était des jeunes gens qui étaient à côté de chez moi. Et c'était sur l'enseignement de l'ignorance. Et je dis que nous étions en classe. En effet, moi, j'étais chez les jésuites. Mes parents étaient... Mon père était un peu indifférent, comme beaucoup de Français. Ma mère venait de l'Est. Enfin, depuis la famille venait de l'Est depuis Napoléon. Évidemment, ça faisait beaucoup. Mais enfin, j'aimais bien les jésuites où il y avait, mis à part certaines meurtres, enfin, ils étaient organisés de façon un peu militaire, tout cela. Et nous étions dans les études le soir, on faisait les devoirs, non pas à la maison, mais on faisait les devoirs, les dissertations, tout cela, les problèmes, entre 5h et 7h. Et nous avions, juste avant de commencer, de 5h à 5h15, après la récréation, nous avions une conférence spirituelle où nous parlait, et on recevait ça dans le silence. Et puis ensuite, nous étions face à notre travail, voyez-vous, dans le silence complet. C'est-à-dire qu'il y avait évidemment, c'était pas du tout quelque chose qui nous pesait, c'est quelque chose dont on avait besoin. Et dans les classes même, disons, on avait une capacité de réflexion, puisque on écoutait. Et donc, comme on écoutait, on était libre de penser.
Voyez-vous, on ne cherchait pas de chaque fois à nous dire quel est votre avis, quel est votre sentiment, est-ce que vous pourriez être plus explicite, est-ce que tu es d'accord avec ce que vient de dire Pierre, Paul ou Jacques? Non, nous étions, disons, il faut dire que la religion aussi y aidait, puisque dans le silence est accompagné, bien sûr, les offices religieux. Après, les offices religieux eux-mêmes sont devenus des formes de participation, voyez-vous. Mais là, nous étions dans le silence dans les musées. Enfin, le silence quand j'écoutais même ma grande sœur jouer au piano, par exemple. Le silence quand on était à l'orchestration. Enfin, je ne vais pas vous dire que c'était comme au festival de Bayreuth où on n'applaudit pas. Mais il y avait un peu ça quand même, voyez-vous. C'est-à-dire que vous savez, quand il y a le festival de Bayreuth à la fin avec Wagner, eh bien, il n'est pas de l'usage d'applaudir, mais le silence prend la foule, voyez-vous. Et ça, nous avons une civilisation tout à fait inversée, où c'est le bruit que l'on ne peut pas très bien distinguer. Voyez, même, comme me disait un de mes camarades avec qui j'étais parti en Chine, là, lui, c'était un militant sioniste, vous voyez, membre du Parti communiste, enfin, c'était un homme, évidemment, qui a eu une grande carrière après, un homme de l'Est, hein, et il me disait que disons, je sais pas comment vous dire ça, je ne sais pas comment l'exprimer mieux, mais que la réflexion, disons, la manière de vivre aujourd'hui était, bon, il avait le vocabulaire marxiste, bien sûr, mais on était aliéné, c'est-à-dire qu'on ne peut, les gens, on ne les fait pas rentrer à eux-mêmes. Vous voyez, c'est ça le problème. Et alors, évidemment, vous avez comment faut dire, des bavardages, et des bavardages qui ne plaisent pas, qui insupportent les enfants eux-mêmes. C'est pour ça que les gens ont envie de quitter les cours, voyez-vous. Ils veulent qu'on leur donne, qu'on leur offre un idéal. Alors l'idéal, vous le savez, l'idéal général, c'est comment vous dire, la lutte pour comment on appelle ça, pour un monde qui soit propre, etc. Bien, ça peut paraître puéril, mais ça montre que la jeunesse a besoin de quelque chose quand même de général. Elle a besoin d'être, comme la plante a besoin d'un soleil, voyez-vous, du soleil. Et je crois que ceci va disparaître, que l'on supprime l'adolescence, le temps de l'adolescence, on ne peut pas supprimer entièrement, mais on supprime son temps. Vers les 12 ans, 13 ans, 14 ans, on fait de petits messieurs, de petites femmes, vous voyez. Et donc, l'adolescence est en effet le lieu non pas tant de l'expression, hein, de la communication, comme on dit aujourd'hui, mais c'est le lieu justement de l'imagination. Et cette imagination nous permettait de lire, évidemment. Et l'imagination, vous ne l'avez pas avec quelqu'un qui parle devant vous. Vous l'avez avec quelqu'un qui ne parle pas. Et celui qui ne parle pas, c'est le livre, voyez-vous. Le livre ne parle pas. Le livre, c'est vous qui le faites parler. Bien sûr. Et je dois dire que pour tout ce que nous entendions, moi j'ai entendu de ma vie jouer du Chopin, jouer du Schumann, etc. Ma sœur aimait beaucoup Schumann. C'était un tempérament très marqué par la lune, donc évidemment tout ce qui était lunaire évidemment était dans sa musique. Et je me rappelle que ce silence qui était apporté par la musique, enfin c'est-à-dire qu'on était transporté ailleurs. Et on n'était pas transporté par des efforts personnels. C'était un mouvement qui nous portait. Tandis que là, on essaie de faire agir les gens par des techniques. Ces techniques, évidemment, elles sont limitées. C'est comme si vous prenez un remède pour aller mieux. Évidemment, le remède finit par faire ses effets au bout de quelques temps. Vous recommencez, et ainsi de suite. Alors, les échecs, la jeune génération aussi, maintenant, jeune génération qui, quand même, à mon avis, va aujourd'hui, quand je parle d'elle, ça va jusque dans les 35-40 ans aujourd'hui, elle est habituée à des échecs successifs. Et on l'entraîne à des échecs, on l'habitue. Les psychologues qui sont autour d'elle disent que ces échecs ne viennent pas de la situation réelle, ça vient certainement d'un trouble qu'il doit avoir. Alors, on a un ersatz de religion, si vous voulez, et qui fait que les enfants, les parents eux-mêmes, sont entre les mains de psychologues, qui leur disent que qui leur présentent un schéma tout à fait caricatural de la vie, bien sûr, avec une sorte de psychanalyse à bon marché, bien sûr, en disant que s'ils n'y arrivent pas, c'est que c'est à cause de leurs parents, etc. Donc, on essaie aussi de diminuer la vie familiale, voyez-vous, et la solidarité familiale, la communauté familiale.
Et communauté familiale, je veux dire au sens large du terme, hein, c'est-à-dire la communauté proprement, j'allais dire villageoise, etc. Vous voyez, parce que quand on était les familles, c'est pas c'est pas le père, la mère et les enfants, c'est quand même tous ceux qui sont autour, avec qui on a des alliances ou à qui il y a eu des. Moi, j'ai vécu la vie villageoise quand j'étais dans l'été autrefois. Je l'ai vu disparaître. Hein. J'ai vu disparaître et disparaître à partir des années 60. Vous voyez, quand il y a eu les remembrements agricoles, des choses comme ça, avec la puissance des banques qui endettaient les paysans, tout ça, ça s'est passé très rapidement, hein, très très rapidement. Et aujourd'hui, je crois que quand je pense à cette crise qui se prépare, qui est là, je ne la vois que comme la suite de ce que j'ai connu autrefois. Oui, c'est-à-dire que c'est finalement une conséquence logique. Et de même que j'ai assisté, par exemple, à la fermeture de tous les commerces de ma ville, enfin de Toulouse, par exemple. J'étais rue La Pérouse et je voyais tous ces commerces. Enfin bon, je ne vais pas faire de la polémique parce que ceux qui étaient 1 sont devenus 10 et ceux qui étaient 10 sont devenus 0. C'est-à-dire qu'il y a eu, non, il y a eu vraiment des pertes. Il y a eu des magasins ensuite qui se sont formés avec un manque de qualité évident, une absence de qualité. Et je crois que, je ne dis pas qu'on va aller vers une misère, mais on va aller vers un mode de vie beaucoup plus plat, beaucoup plus sans hauteur. Par exemple, je ne sais pas moi, il y aura moins de conflits peut-être, de intérieur parce qu'on dira, ben, si vous n'êtes pas content, ben, vous divorcez, ou si des choses comme ça, vous voyez, bon, c'est très facile, on a vous dit, tout est à votre disposition. Bon, le baccalauréat, je pense qu'on supprimera cet examen. On fera certainement un contrôle continu, peut-être aussi par des moyens, peut-être par des moyens, non pas de présence physique, mais par des sortes de... Des tests. Oui, comme on fait voilà, c'est ça, parfaitement. Et sous prétexte de juger le caractère, de juger les capacités. Et alors on vous dira, l'essentiel c'est d'avoir des capacités, de toute façon on vous dira, la machine est là, puis vous pouvez tout faire. C'est-à-dire que aujourd'hui, évidemment, moi je vois mes anciens livres de mathématiques ou de géométrie, bon, on ne vous demande pas de faire des intégrales, quoi. On vous dit, si vous devez quelque chose, vous appuyez là-dessus, vous avez le résultat. Et alors, la génération qui vient, ce qui m'intéresse, c'est cette génération qui a 10 ans, 12 ans, que je vois faire former, déformer, non formée, disons, et on va lui dire qu'elle peut disposer de machines, et puis, si elle n'est pas satisfaite, eh bien, bon, comme on dit, ben, on la mettra au rencard, et de toute façon, je crois qu'il est prévu par des gens autour d'Atali, tout ça, de faire vieillir la population très vite. C'est-à-dire d'arrêter, à mon avis, d'arrêter vers la cinquantaine l'activité. Voilà. Et je crois que c'est ainsi que l'on fera. Alors, évidemment, il y aura des activités pour des gens de cet âge-là, mais bon, je ne parle pas des vieillards, tout ça, on les fera vivre dans un monde à eux, c'est-à-dire on les coupe bien sûr de la jeunesse. Alors que moi j'ai vécu, et depuis Platon d'ailleurs, on voit dans les dialogues de Platon, vous voyez que des jeunes ou que des vieillards. Les gens de 40 ans, vous ne les voyez pas, ils sont dans la politique. Mais ceux qui réfléchissent, ils sont au debout de l'échelle. Bon. Et là, non. Vous allez avoir des gens qui vont nier le temps, qui vont se grimer. Moi, je crois beaucoup en disons, en des maladies, en des incapacités physiques précoces maintenant. Bon, bien sûr, on peut parler des vaccins, des choses comme ça c'est heureusement qu'on en parle, oui, mais je pense que je vois l'état de santé qui est qui vient de l'alimentation, qui vient du manque d'air, du manque de promenade. Je vois des enfants qui ont 10-12 ans qui vont au bord de la plage, oui, avec leurs parents, mais qui ne se promènent jamais, qui ne font pas de marche, par exemple. Ben oui. Une marche en montagne, une marche dans la plaine, une marche qui participe à des travaux. Moi, je voyais, je participe à des travaux des champs, par exemple, quand j'étais à la campagne, près de Toulouse, oui. Eh bien, ceci, non. Ceci est... alors, je crois que c'est cela que je vois comme pas une crise, mais comme un monde qui va se former. C'est le monde que nous voyons se former, aujourd'hui, qui prend forme, donc, est un monde qui finalement était compréhensible avant, bien sûr, on voyait que ça allait comme ça, mais que ça va se solidifier. C'est-à-dire qu'on va prendre prétexte de cet événement aujourd'hui, je crois, pour effacer le passé. Vous voyez ? Je crois qu'on va s'amuser à faire ce qui se passait avant
et après l'événement. Voyez-vous? Oui, mais ils nous préparent d'ailleurs, ils le disent. Voilà. Ce sera un nouveau monde. Avant c'était comme ça, oui, mais maintenant c'est plus comme ça. Ce ne sera plus jamais comme avant. Enfin, bon, Non, ça sera comme on dit avant-guerre, après-guerre. Bon. oui. Mais par contre, Pierre, moi ce que je vois aussi, et j'aimerais avoir votre avis là-dessus, c'est la répression qui est déjà par rapport au confinement. Donc, Ah oui, on doit aller travailler, mais on ne peut pas se promener. Enfin, j'aimerais bien comprendre cette dissonance. on ne peut pas. Oui, alors, je sais que ça me paraît. Bon, ça me paraissait invraisemblable. Hein, et je vois que la plupart de mes camarades l'acceptent. Oui. Ils me disent surtout, ne sors pas de chez toi. Bon, je sors de chez moi, il y a une forêt à côté. Bon, là, évidemment, je suis capable de reconnaître un policier d'un arbre quand même encore. Et alors, bon, mais, bien sûr, si j'aime la mythologie. Mais disons que, oui, on me dit reste chez toi, reste chez toi. Alors, je crois que ce confinement est une. Un test Bon, d'obéissance. mais il est accepté. Il ne sera pas accepté par, à mon avis, encore longtemps. Surtout si on fait ce qui, à mon avis, est peut-être un projet, après la libération de ce confinement, ils vont peut-être essayer de nous vendre le retour de la crise, vous voyez, le retour de l'infection. Je ne crois pas que les gens étant sortis du confinement, ayant vu les désastres économiques, sociaux, etc., je ne crois pas qu'ils l'accepteront de façon aussi nette, surtout en France. C'est-à-dire qu'en France, on acceptera la manière française, c'est-à-dire dans le désordre, c'est-à-dire qu'on se battra. Je crois qu'il y aura quand même une répression très forte. Et par des moyens, comme vous savez, des moyens même de surveillance, par le téléphone, etc. On peut voir. Mais je crains en effet qu'il y ait une répression et surtout une surveillance, c'est-à-dire une audace plutôt que n'avaient pas les forces, que n'avait pas l'autorité avant. C'est-à-dire, je crois beaucoup. C'est le cas. Oui, c'est le cas. C'est le cas actuellement. Aujourd'hui, si vous sortez pour acheter quelque chose, eh bien, les policiers qui vous contrôleront vous demanderont ce que vous avez acheté. Ce qui était inimaginable il y a quelques semaines, oui, dans qu'est-ce que vous avez acheté, pour vous demander est-ce que c'est vraiment utile ou pas utile, ouais, bien sûr. Exactement. Vous êtes venu pour, voilà. Ouais, sur aucune base légale. Non, il n'y a aucune base légale, mais la population répond à cette question. Oui, parce qu'elle est intimidée. Michael, elle est intimidée. Elle ne sait pas, parce que je crois que vous pouvez, après la loi, ils peuvent vous demander, par exemple, d'ouvrir le sac, mais ils n'ont pas demandé ce qu'il y a dedans. Exactement. Mais n'empêche qu'ils vous le demanderont, évidemment. Bien sûr. Et alors, les gens diront oui, alors à moins de dire, bon, vous avez, à moins de, bon, peut-être de répondre, mais disons qu'on peut vous savez, quand vous êtes pris par ces policiers, là, ce sont des gens que je connais bien ce milieu policier parce que vous savez, l'avantage de mon métier, c'est qu'on a des élèves partout. Bon, évidemment. Alors, j'ai des élèves policiers, et y compris de l'immigration, et surtout de l'immigration. Et ils me disent que le niveau mental, je peux vous le dire, eux-mêmes le disent, hein, ce sont des bacheliers, ils sont des bacheliers licenciés, que le niveau en général est très faible. Écoutez, moi j'ai même eu je peux dire, j'ai fait passer un futur commissaire, concours comment on appelle ça, le concours interne de l'ENA. Bon, il a eu une bonne note en philo parce que je lui dis que quoi qu'il fasse, il fallait qu'il parle de l'école de Francfort. Bon, il a parlé de l'école de Francfort, il a eu 12,50. Bon, je lui ai dit que j'étais un bon prof maintenant. Alors, il a fait, bon, dans la maçonnerie, bien sûr, tout le monde est maçonnisé. Mais quand je dis tout le monde est maçonnisé, c'est tout le monde, depuis le concierge jusqu'en haut. Hein. Mais c'est même critique. Bon, la jeune femme que je connais depuis déjà 25 ans, c'est une musulmane, et elle me dit, elle a refusé 2 fois d'être dans la maçonnerie en disant qu'elle ne supportait pas les femmes. Bon, moi, c'était une manière de parler, de tirer son épingle du jeu, mais je vois le degré d'abrutissement. Et je le dis bien, hein, c'est pas une injure personnelle, parce que je les connais bien, mais c'est ils sont vraiment, ils sont maintenus dans un état primaire. Mais vraiment, donc,
comme on leur donne un petit pouvoir, voyez-vous, qui est un pouvoir d'intimidation, et ils l'exercent. Ils l'exercent, je le vois dans la gendarmerie, peut-être plus encore que dans la police ordinaire. Je trouve que la gendarmerie est beaucoup plus a une conduite bien pire que la police ordinaire. Oui. Oui, ils sont orgueilleux, etc. Tout cela. Et puis bon, oui, enfin bon, je dis que oui, ils se prennent pour des gens importants, tout ça, etc. Bon, il y a le côté jalousie des Français aussi, vous voyez, bon, avec mon uniforme, je peux en parler à quiconque, voilà. Bon, il y a un peu de ça, mais disons que la surveillance est vraiment très forte, oui. Je crois que, pour reprendre ce que dit Michael, c'est l'occasion pour nous, bien sûr, il y a une conduite d'inspection, comme vous dites, mais je crois qu'ils vont profiter de cela pour pouvoir faire d'autres études, d'autres fiches S, etc. Écoutez, je vais vous donner un exemple de surveillance. Ces personnes dont je parle, par exemple, bon, elles s'occupaient bien sûr de la radicalisation. Vous imaginez ce que ça signifie. Et la radicalisation, vous savez quelle était la question que posaient les simples personnes? Est-ce que vous allez à la mosquée? Non, mais je sais pas, enfin, c'est comme, imaginez qu'on dise à quelqu'un, est-ce que vous allez à l'église? Vous voyez? Et les gens, c'était beaucoup d'Européens qui étaient interrogés, des ingénieurs, des gens de Sotnekom. Eh bien, il fallait voir la simplicité, la bêtise de ces gens-là qui les interrogeaient. Évidemment, sans aucune efficacité contre le terrorisme réel, voyez-vous. Bon. On m'a demandé une fois ce que j'en pensais, j'étais là, ben, j'ai dit le terrorisme, si vous voulez. Bon, je peux vous dire quelqu'un qui est terroriste, ils m'ont regardé. Il a un bureau ovale, vous voyez, tout ça, bon. Et alors, bon, il y en a un qui s'est mis à rire, déjà, il m'a dit. Mais disons, c'était des gens qui avaient 30 ans par là, voyez-vous. C'était un blondin du Nord qui était là, bon, gentil garçon. Et bon, c'est tout. Et puis, je vois qu'ils font un travail tout à fait inefficace. Mais en revanche, vis-à-vis de la population, oui, ça, oui, c'est une. Écoutez, je ne sais pas moi comment vous dire. C'est un tempérament national aussi, il faut bien le dire. Quand vous voyez que sous le directoire, quand même, les gens, pour ne pas payer des impôts, muraient leurs fenêtres, vous voyez, vous l'avez vu ça. Peut-être appris ça, oui, parce qu'on avait un impôt sur les portes et fenêtres. Enfin, c'est une mesquinerie qui est inimaginable dans certains pays étrangers que je connais, évidemment. Moi, j'ai vécu en Suède un peu, par exemple, j'étais invité par Maître Ami. Écoutez, là, c'est le genre de choses, vous ne pouvez pas l'expliquer. En revanche, il y a une discipline telle qui permet à des voitures de passer à 10 heures parce qu'elles ont tel truc. En France, on ne le fait pas. Mais en revanche, on admet que les policiers vous regardent le panier, voyez-vous. Je ne sais pas comment dire. C'est vraiment, je trouve, moi, c'est le mauvais côté, disons, de cette histoire que nous avons de dénonciation, de surveillance réciproque. J'ai des qui me disent c'est bien. Ce qu'a dit le préfet de Paris, là, sur qu'on a dit, bon, que c'est l'allemand. Oui, l'allemand, mais je vous assure, je l'ai entendu d'autres. Si par exemple, moi je disais, je suis tombé malade parce que je suis sorti, on me dirait c'est bien fait pour toi, etc. Vous voyez? Oui. Et moi, oui. Ou alors, nombreux, j'entends des bêtises pareilles de la part de gens qui ont, au village dans la cinquantaine, soixantaine, des pères de famille. Nous sommes trop nombreux sur Terre, en France on est trop nombreux, il faut supprimer du monde, etc. Les mêmes qui vous parlent d'Allemagne, bien sûr, comme d'un monstre, voyez-vous, ils vous racontent ça. Et moi je crains qu'en effet, ceci ne donne comment vous dire, lieu à des mesures de surveillance, comme le disait Michael, qui soient prolongées, qui ne soient pas sur le confinement. Mais c'est un peu comme quelqu'un qui a l'habitude il vient chez vous une fois, et ensuite il vient sans se faire inviter, vous voyez, voilà. Vous voyez, enfin c'est un peu ça, si je veux dire. Après, je ne voudrais pas accabler que les policiers ou les gendarmes. Il y a aussi un changement d'attitude dans la population. Voilà, vous réprimandez par vos voisins ou... Écoutez, moi je vais vous dire, je me rappelle je vais vous dire la chose, puisqu'ils sont morts maintenant, mais on parle toujours de la guerre, la fameuse guerre, mais j'avais un ami qui était un ancien séminariste, évidemment, qui s'était engagé pour combattre en Russie,
Et un jour, il a vu un Allemand chez nous à Toulouse. L'Allemand lui a dit, écoutez, c'est inimaginable le nombre de dénonciations que je reçois. Il lui a montré, venez me voir, il était venu, et il a montré tout. C'était à l'aviation, dans un avion. Et il dit, c'était rempli de lettres. Et bon, et ça, c'est une mentalité, disons, policière qui est chez nous. Oui, qui est chez nous, je ne sais pas comment vous dire, qui est, on s'emballe contre quelqu'un facilement, et là, sous prétexte de civisme, voyez-vous, parce que au lieu de voir plus loin, au lieu de dire par exemple, écoute, bien, il y a eu ça, mais est-ce que tu n'imagines pas, est-ce que les conversations devraient porter, vous voyez, sur ce qui va se passer, est-ce que sur quoi ça va déboucher, comme vous me demandez, et non, pas du tout. La question, c'est de savoir, il faut rester chez soi. Enfin, alors là, vous dites, mais enfin, s'il y a des gens qui sont faibles, par exemple, qui restent chez eux, est-ce qu'ils sont améliorés parce qu'ils sont chez eux, ou bien est-ce qu'il faut faire comme ailleurs, il faut venir les tester? Bon, je comprendrais, par exemple, qu'un type vienne chez moi, me dit, voilà, vous me convoque. L'autre jour, on m'a demandé, la mairie m'a demandé comment j'allais, puisque je vais avoir 79 ans, donc ils estiment que bon, je suis là au point de départ. Et alors ils me disent comment ça va. Je dis ça va, mon neveu est là. Mais je comprendrais bien qu'ils me disent on va vous tester, on va voir ce que vous avez, oui, mais que je puisse sortir. Tandis que je sais bien que le confinement, parce que si les médecins vous le diront après, le confinement affaiblit les gens, d'une part, bien d'accord, affaiblit les gens, bien sûr. Bah, évidemment, il les énerve. Il n'y a pas que cela, il y a d'autres conséquences aussi, mais c'est vraiment inefficace. C'est vraiment inefficace. Et en plus, quand on sait, on n'ose pas trop le dire, quand on sait le fond des choses, bon, on comprend bien qu'il ne s'agit pas d'un fléau. Alors, j'ai une amie, par exemple, qui a une fille de 12 ans, eh bien, la fille ne veut même pas sortir dans le jardin parce qu'elle a peur de respirer le virus, vous voyez. Oui, les enfants ont peur. Oui, ma petite nièce de 7 ans ne veut pas sortir non plus. Vous voyez. Alors, je dis, et la fille a 12 ans, bon, alors je dis, dis-lui qu'elle peut sortir, mais c'est comme si, je sais pas, enfin, c'est comme si elle n'entend pas, quoi. Elle n'entend pas, et les enfants, je comprends très bien que ce sont des conditions artificielles et qui déséquilibrent les gens, et disons que ça leur fait peur, bien sûr, mais je crois que ça les met en condition d'accepter ce qui va venir. J'ai une amie policière qui m'avait dit qui avait reçu un bulletin d'information syndicale, vous voyez, et il disait que le gouvernement n'osait pas encore parler du confinement, mais que le confinement serait long, vous voyez, en effet. Par étapes. Oui, par étapes. Et là, elle a été, je crois que c'est, comment dirais-je, son syndicat l'a averti de ne pas poser de congé en juin et en juillet. Donc, c'est des gens de la police, quoi, disons. Oui. Disons bien informés. Enfin, bon, surveillance policière, quoi. Et ainsi de suite. Et voilà. Et ceci dit, bon, et elle a été. Il faut que. Enfin, je leur dis qu'il ne faut pas craindre cela. Elle a peur pour les enfants, elle a peur de ceci, elle a peur de cela. Bon, je dis non. Enfin, bon, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Alors maintenant que Boris Johnson est atteint, bon, ça va devenir encore plus fort. Mais je dois dire que personne ne se pose, je crois que très peu de gens se posent la question de la sortie. Et que c'est cette sortie qui est visée justement par ceux qui veulent nous faire changer de mode, pas de mode de vie, nous veulent faire changer de mentalité. Exactement. Évidemment, le mode de vie aussi, puisque nous allons, je donne un exemple, celui de mon filleul, j'ai un filleul en confirmation, qui m'avait été donné quand j'étais dans la religion catholique. Et ils me disent, comment dirais-je, il m'avait dit, quand il faisait la science économique en 90, que ses professeurs lui annonçaient qu'il n'aurait pas de retraite. Tous ces professeurs de Sciences Éco à Paris lui ont dit ça. Vous ne toucherez pas de retraite. Donc ça veut dire que c'est quelque chose, ils ont donc prévu un autre type de fonctionnement, si vous voulez. Voyez-vous ? En préparant les gens. Un autre type de vie, bien sûr. Et à mon avis, il y a aussi, je veux dire, c'est les Allemands qui m'ont aidé là-dessus, parce que j'ai regardé je l'ai fait passer sur Facebook, comment s'appelle, sur la médecine des catastrophes, la KM, la catastrophe médecine des catastrophes, eh bien, il parlait
de l'euthanasie des personnes âgées, oui, ça oui. Ah oui. Avec utilisation d'opiacés, des choses comme ça. Moi, je crois qu'il y aura beaucoup, mais même sans vouloir attenter à la vie, vous mettez des personnes âgées indifféremment l'une avec l'autre, des gens qui sont testés et non testés. Par exemple, on les met tous ensemble. Bon, évidemment qu'ils vont, ça va être comme dans le bateau qui était dans les eaux japonaises, là. Évidemment qu'ils vont être infectés. Mais je dois dire que c'est-à-dire qu'on le sait maintenant, qu'il y a des, on le sait, moi j'ai vu, je l'ai montré sur une vidéo que j'ai postée aussi, en parlant du comportement des infirmières, qui disent à un homme de 79 ans, donc c'est fini, quoi. Enfin, ils ne disent pas que c'est fini, mais enfin, elle appelle Strasbourg. Et j'ai même fait une plaisanterie, j'ai dit, voilà, moi, oui, enfin, que pensent les Strasbourgeois de ça, mon Dieu. Et alors, vraiment, en effet, parce que cette euthanasie, c'est pas simplement comment dirais-je, une manière de tirer des économies. Mais je crois que on va davantage séparer les personnes âgées des familles, vous voyez, et donc faire disparaître le témoignage de l'ancienne génération. Vous voyez, moi je crois qu'il y a de ça aussi, parce que si vous habituez les gens, vous savez, vous habituez les gens à rester ensemble. Bon, bien sûr que les familles viendront les voir, mais je crois que les gens même vont redouter d'aller voir les personnes âgées à cause du virus. Vous allez voir ça. On ne sait pas ce qui peut se passer dans l'esprit des gens. Et en tout cas, moi, il y a beaucoup de gens qui mourront, même chez eux, pas seulement dans les États, mais chez eux, qui mourront comme autrefois à cause de la canicule, quoi, qui mourront d'être seuls. Parce que dans la canicule, les gens sont morts d'être seuls. Hein. D'être seuls, oui. Évidemment. Et je voulais faire aussi le parallèle avec l'Italie, justement. Moi, j'ai de la famille dans le sud de l'Italie. Et il y a beaucoup moins de cas et beaucoup moins de morts. Et la différence, c'est que dans le sud de l'Italie, les familles restent encore ensemble. On vit ensemble, on vit en famille, bien sûr. On vit en famille. Moi, j'ai encore dit l'autre jour, justement, quand j'étais devant ces policiers, je leur ai parlé de la fête. Je parlais des vies de famille en Italie. Quand je montais vers le Tyrol, là, pour rentrer en Autriche, je voyais qu'il y avait des maisons italiennes qui étaient très hautes. Oui. Et alors, j'ai demandé pourquoi elles sont-elles si hautes. Alors, on me dit, c'est que les gens construisent au-dessus des parents. Voilà. Ouais. Et alors, évidemment, ils ne sont pas chez les parents, mais ils sont à côté des parents. Voilà. Et ça, en effet, c'est assez remarquable comme architecture. Et on me dit, c'est très ancien, c'est une tradition. Oui, c'est comme ça que... Évidemment, mais ça... Vous savez, moi, j'avais cette réputation. Je voyais, j'étais à côté de fermiers italiens pendant la guerre. Nous avions les Del Cuore qui étaient là, Delcor. Et ils étaient connus pour avoir une vie de famille visible, quoi. Enfin, c'était... même nous, les Français, nous le sentions, vous voyez. Alors que déjà... bon, et même dans les années 40-50, bon, il est vrai, on voyait les parents, les grands-parents, mais on ne les voyait qu'à certains moments, vous voyez. On n'était pas, je veux dire, on était moins fréquemment chez eux. Voilà. Oui. Et après, on n'a plus été chez eux, évidemment. Enfin, je ne dis pas moi, mais nos grands-parents sont morts, les modernes aujourd'hui, personne. Hein. Je vois les enfants dont je parle, je dis, est-ce que tu vois ta grand-mère? Non. Même à une d'elles, j'ai dit, est-ce que tu sais que ton père, et son père ils ont divorcé. Tu savais que ton père, et tu sais que ton père est normand? Elle m'a regardé à 10 ans. Elle m'a dit non, je ne sais pas. Bon. Alors, vous voyez, donc, bon, je ne dis pas qu'il faille faire une généalogie quand même. Enfin, quand même, c'est pour vous dire que c'est très profond. Ils ont donné le feu vert à cette opération, là, de nouvel ordre mondial, que cette opération du coronavirus, ayant déjà préparé les sociétés. Vous voyez? Ce n'est pas un coup de force seulement. C'est une étape. Bien sûr, c'est un coup de force, mais c'est aussi une étape après une certaine désorganisation, un certain pourrissement. Voilà. Oui. Ce que vous avez dit sur les classes qui sont faites par des accompagnants et non pas par des enseignants, oui, ça oui. Et puis vous savez, qu'est-ce que ils veulent supprimer, mais non, mais qu'ils veuillent supprimer la cérémonie, si je puis dire, du baccalauréat, je le crois. Je le crois. Ils feront simplement... C'était dans les tuyaux depuis un moment déjà. Oui, ils veulent... Même le coronavirus. Et la conduite sera aussi importante que le résultat. N'oubliez pas ça. La conduite sera jugée avec autant d'importance que la classe. Écoutez, c'est quand même énorme. Enfin oui, l'autre jour, le garçon que je connaissais là ne disait rien.
Et on a fait un rapport direct à l'académie, laquelle a envoyé un psychologue. Vous voyez. Pourquoi votre fils ne parle pas en classe? Bon, alors comme la fille est arabe et porte un uniforme, on l'a moins embêté, si je puis dire. Ça joue aussi, heureusement. Heureusement. Mais on lui a dit, voilà, la femme a fait un rapport direct, ça porte un nom. C'est comme une communication, vous voyez, qui était une alerte, une sorte d'alerte. Hein. Voilà. Et moi, je vous dis, on dit ils ne font rien en classe. Si, ils sont surveillés en classe. Surveillés dans le sens où ils sont habitués à traiter de quelque chose sans l'approfondir, je ne sais pas comment dire, ils sont... on observe également leur mentalité et finalement, bon, ils sortent de là avec l'esprit un peu léger et ensuite, bon, ils sont... Comment voulez-vous que des gens qui ne lisent pas, qui sont déjà en cinquième, je dis bien en cinquième, qui vont rentrer en cinquième, l'ancienne cinquième, hein, eh bien, ils puissent monter ensuite, même avoir le niveau du brevet qu'on avait autrefois en troisième, c'est pas possible. C'est pas possible. Et donc, on va faire des demi-savants. Des demi-savants, quand je dis demi-savants, le mot est encore impropre, hein, et des gens qui seront fiers d'eux-mêmes, imbus d'eux-mêmes, hein, parce qu'ils ne comprendront pas ce que c'est qu'être ignorant. Vous comprenez? Ben oui, au moins vous vous disiez, ben moi j'arrive pas, en maths j'y comprends rien, mais vous saviez qu'il y avait des maths. Vous comprenez? Eux, ils ne savent pas qu'il y a des maths. Ils ne savent pas. Bon, ça m'intéresse ou ça ne m'intéresse pas. Combien tu as? Elle baisse de niveau. Combien a-t-elle de moyenne? 13. Non, mais le niveau est à 16, tu comprends? Et la dernière, elle a 10. Mais c'est se moquer des notes. C'est se moquer des gens. Donc, à travers l'éducation nationale et la destruction des services publics, on voit aussi une marchandisation de tout ça. On voit une marchandisation de l'école, une marchandisation de la santé. De la santé, oui. Et de l'école, de la santé, de tout. Oui, oui, c'est une... Et oui, parce que qui dit service public ou dit, disons, présence de l'État, dit qu'il y a un certain idéal autour de l'État, évidemment. Évidemment, il y a un modèle à... Tandis que là, ils ne veulent pas présenter le modèle de la société, qui est simplement le modèle du débrouillard. Voilà, c'est tout. C'est le débrouillard qui passe à travers, qui a de la chance de ceci. Moi, j'ai connu l'époque où, dans les années 90, où c'était le portrait du trader qui était l'idéal des... Oui. Ah oui, il fallait aller à Londres, et alors, ce moment-là, c'est passé, ça. Hein. Mais c'était quand même une dégradation. C'était une dégradation. Oui, parce que le profit n'est pas infini non plus. Ouais, oui, c'est vrai. Et puis, alors, une autre chose, le français, bon, enfin le français, bon, évidemment, bon, mon neveu est connu pour faire des dictées, enfin tout ça, c'est absolument... Mais c'est un français, c'est une bouillie. C'est une bouillie, c'est... Même l'anglais qu'on parle est une bouillie, j'entends ça, mais c'est... Je ne parle pas de l'allemand encore est de moins en moins étudié. Chez nous, c'est de moins en moins étudié. Il y a quand même eu une protestation de l'ambassade, parce qu'on avait voulu fermer des lycées, justement près de Toulouse, comment il s'appelle là, le lycée européen, on avait voulu supprimer un peu l'éducation allemande, et puis c'est revenu. Mais l'éducation des langues, non, est une chose, l'instruction des langues va tomber, à mon avis, au profit d'un sabir anglais, disons, qui... Oui, mais ça fait déjà 5 ans qu'ils suppriment le nombre d'heures de langue. C'est ça, oui, c'est ça, mais oui, oui. Donc, oui, on va vers ça, de moins en moins de... les enfants vous te répondent que bon, on peut traduire par des machines, enfin évidemment, tout dépend le besoin de l'homme. Hein. Le besoin de l'homme, mais moi, pour disons pas conclure, mais pour tirer des conclusions de ce qu'on a dit, je trouve qu'on va vers évidemment une catastrophe, bien sûr, mais surtout, la pire des catastrophes, c'est pas simplement les faillites, simplement qu'il y aura tout ça, parce que on peut estimer que les gens seront aidés, même s'ils changent leur niveau de vie, bien sûr. On me dit, et ceci se manifestera, se traduira dans l'immobilier, dans la chute des biens que nous avons, etc. C'est sûr. Mais je trouve que c'est la mentalité qui va changer beaucoup. Une mentalité d'asservissement, oui, et de crédulité. Donc aucune insurrection, selon vous, Pierre. Voilà, c'est ça. Et aucune insurrection, les gens vont se résigner. Voilà, ah oui, mais très résigné. Et je crois que ça vient d'une faiblesse personnelle. Je crois que ça vient également d'une faiblesse propre. C'est-à-dire que le mode de vie auquel on s'est
multiplié, qui est superficiel, disons, a conduit justement à la baisse du courage et à la volonté de ne pas réfléchir. De ne pas réfléchir outre mesure, disons, comme il dirait. Voilà. On accepte ce qui est dit, non pas parce qu'on fait confiance, mais on accepte la solution la plus aisée, la plus facile, quoi. Voilà. Les professeurs, on a tout de même eu les gilets jaunes qui se sont manifestés pendant. Alors, là-dessus, sur les gilets jaunes, j'ai entendu une opinion italienne sur le comment on appelle, sur le à fait et document. Bon, vous savez qu'on a toujours une estime pour l'Italie sur le plan politique, enfin de la science politique. Et il disait que si les gilets jaunes ont été une réaction humaine, disons, nécessaire mais importante, mais là où ça n'est pas monté, là où il y a eu des difficultés ou des faiblesses, disons, qui, à mon avis, ont arrêté le mouvement, indépendamment des manipulations de l'autre côté, c'est qu'il y a de conception politique. C'est-à-dire que la politique, ils ne sont pas arrivés jusqu'à ce niveau-là. Alors, il y a eu bien sûr des formules, par exemple la démocratie participative, tout ça, etc. Le référendum. Mais le RIC. Le RIC, oui, mais le RIC, c'était vraiment... Bon, il n'est pas fait c'est un faux semblant. C'est un bel oiseau. Oui, c'est un bel oiseau, c'est ça. Et moi, j'ai dit dès le départ, je lui avais dit à Patrick Ramirez, par exemple, tout ça, j'ai dit, j'y crois pas, bon, parce que j'arrive pas à dissimuler mes opinions. J'y crois pas. Ensuite, je mets quand même, je fais la part des choses. Mais j'avais d'abord dit, je n'y crois pas, je dis, parce que, je dis, on va d'abord fatiguer, on va détruire l'institution avec des référendums qui n'ont pas de sens. Donc, les gens, ensuite, ne vont plus voter. Et puis, qu'est-ce que vous voulez que quelqu'un puisse se poser une question s'il n'a pas une vue d'ensemble? Enfin, donc, tout ça, ça n'avait pas de sens, puisqu'on allait mêler le sérieux au demi-sérieux, etc., au manque de sérieux et tout. Et alors, le RIC, bon, ça a été un slogan. Et puis, je trouve qu'il y a eu une grande part d'égoïsme à l'égard des Gilets jaunes, de la part des syndicats et de la part même des organisations qu'on appelle ouvrières ou des organisations syndicales, quoi. Non, mais justement, ce que je voulais dire, professeur, c'est que là, on va sortir du confinement, et ce qui risque de se produire, c'est qu'il y aura un chômage de masse, une crise économique. Oui, je pense qu'il y aura un chômage de masse. Je pense qu'il y aura je pense qu'il y aura quand même une insurrection. Je ne pense pas que le peuple va rester là. Non, il y aura une insurrection. Non, mais il y aura, mais je vous assure, une insurrection. Bien sûr qu'il y aura une insurrection. Mais cette insurrection, elle sera comme toujours, désordonnée, bien sûr. Elle sera désordonnée. Elle ne sera pas coordonnée. Parce que ceux qui sont chargés des coordinations, ceux qui sont capables de coordonner, sont eux-mêmes tenus. Ils ne sont pas des hommes libres. Hein. Voilà, c'est tout. Et ils sont placés là, ils ont peur pour leur famille, ils ont peur pour leur... Enfin, ils sont tenus, ils sont tenus. Alors, bien sûr qu'il y aura, mais comme toujours, des sortes de... comme il y a eu la révolte des vignerons, il y a eu la révolte... Une sorte de commune de Paris, si vous voulez, voilà, oui. Une sorte de petite commune, si vous voulez, oui. Et alors, vous savez, j'ai appris qu'on avait de bonnes sources, qu'on avait en France acquis pour, je crois, 4 ans de grenades lacrymogènes. Vous allez me dire, c'est pas une arme. Enfin, quand même, ça prouve que ça, je l'ai su par quelqu'un là qui est un camarade qui était correspondant de guerre là, qui est en Syrie, qui lui est pour le confinement. Ça, oui, ça, il a une dessus. Mais bon, mais comme il est savoyard, j'aime, je suis savoyard, pour moi, c'est un peu l'Empire ou l'Italie quand même. Alors non, je suis, comment dire, indulgent. Mais il m'a dit qu'il avait en effet un camarade qui avait dit qu'on avait acquis ça. Alors, on est armé pour cela. Et je crois que, voyez-vous, s'il y a un trouble, les gens qui sont appauvris aujourd'hui ne formeront pas un front commun. D'accord. Non, c'est ça que je veux dire, peut-être par expérience du pays ou l'étude du pays. Il y a des gens qui se raccrocheront à l'État, qui se raccrocheront aussi à ce système de crédit qui va alors là prendre des proportions considérables, évidemment. On va habituer les gens à vivre de cela, sur de petits crédits mais qui paieront très cher. Et donc, ceux qui voudront protester durablement seront vus comme des destructeurs, voyez, et non pas des constructeurs.
Et ils auront contre eux, bien sûr, tous les professionnels des syndicats. Vous comprenez? Et évidemment, tous ces professionnels qui, on l'a vu même dans l'histoire des retraites, bon... qui vivent des problèmes, qui ne veulent en aucun cas régler le problème, voilà, puisque ces syndicats vivent du problème. Très bien, mais qui vivent des problèmes, mais qui ne veulent pas tous les résoudre, parce qu'ils s'imaginent que s'ils les résolvaient, ils n'auraient plus de raison d'être. Bon, c'est évidemment. Mais parce que la raison d'être, c'est travailler, évidemment. Vous pouvez être. Mais le but d'un ouvrier, c'est de faire un ouvrage. Bon, c'est pas simplement d'être à la tête d'un syndicat. On est à la tête d'un syndicat pour veiller à ce que ça aille bien, mais c'est pas quand même le premier but de la vie. Tandis que là, c'était bon, renverser les riches à condition que je prenne leur place. Vous voyez, bon, c'est tout. Si je vais moi aussi être riche. Voilà. On voit ça. Alors, il y a des gens comme Ramirez, pas Ramirez, mais Martinez, je crois, oui. Donc, c'est Martinez qui a été vraiment ignoble aussi, par une réflexion qu'il a faite là. Je ne crois pas, je crois qu'il y aura des mouvements de révolte, mais pas des mouvements de. J'essaie de l'arrêter. Il y aura des mouvements de révolte, mais pas des mouvements qui aboutiront à une chute enfin une chute, comment vous dire ça, à une refonte de l'État. Je ne le crois pas. Je crois que, oui, le nouvel ordre mondial ne veut pas d'État fort. Mais il veut une diminution des hommes politiques. C'est facile d'ailleurs pour lui de l'obtenir, puisque les hommes politiques se déconsidèrent. Ils prennent des gens qui ne sont pas compétents, et donc les gens disent la politique ne sert à rien. Et c'est ça justement qui est recherché. Évidemment, là, ils sont sur la deuxième ligne de défense de l'adversaire. Voyez, ou plutôt l'adversaire est sur vos deuxième ligne de défense, c'est-à-dire qu'il a fait craquer le premier en disant les politiques sont pourris ou ceci, et deuxièmement, on peut se passer de politique, d'hommes politiques. Alors, on peut faire des sortes de groupements locaux, oui, dans lesquels on discute à perte de vue, mais avec de faux problèmes, bon, le racisme, le sexisme, tout ça, enfin, vous voyez, bon, ça, ce sont des manières, disons, de dévier de la route, de prendre une autre route, quoi, disons, de prendre un impasse. Une voie de garage. Une voie de garage, c'est une voie de garage. Moi, je ne le vois pas, et je crois qu'on sera dans une sorte de tyrannie. Les gens accepteront cette tyrannie, c'est ça, je crois qu'ils accepteront ils accepteront pour survivre ou pour empêcher des dangers plus grands. Parce qu'il est possible, par exemple, que l'on fasse se rebeller, par exemple, ce qu'on appelle des quartiers difficiles, c'est possible, ça. Il suffit simplement que l'ordre soit donné, hein, c'est tout. Et parce que je vois ce qu'il y a, enfin bon, c'est possible, mais ça durerait peut-être une semaine, un truc comme ça. Et alors là, vous savez, l'égoïsme est très très fort. Avant, c'était le bon sens. En France, on dit qu'il était partagé. Maintenant, c'est l'égoïsme qui est vraiment partagé. Les gens ne pourront plus se supporter trop. Et donc, les gens se craindront entre eux. Voilà. Ça, je le vois, moi, comme ceci. Et accepteront évidemment toutes les aides qui leur seront données. Ils préféreront recevoir de l'aide que de chercher, je parle de la masse, hein, que de chercher véritablement un métier solide. Voyez-vous, ils auront des travaux, des activités, bien sûr, mais demanderont toujours à être aidés. Et ça peut paraître évidemment légitime dans un premier sens, mais c'est une manière de vivre. Hein. Et une manière de vivre, évidemment, de vivre bassement. Et on peut dire autrefois servilement, si vous voulez. Et alors ça, si ça se passe comme je dis, là, l'ordre mondial aura remporté vraiment sa première manche, évidemment. Et oui, parce qu'on va éduquer la jeunesse en disant, bon, quoi que vous ayez, vous aurez comment on appelle, un salaire garanti, voyez. Vous aurez même des facilités, on vous trouvera un logement, on ne cherche pas comment est le logement, vous voyez. Bon, vous pourrez toujours changer si ça vous plaît pas, quelque chose, vous pourrez le changer. On verra pas dans quelles conditions on vit, même du point de vue quelle santé on a ou qu'on n'a plus. Les gens ne pourront même plus s'apercevoir des connaissances véritables qu'ils auront, je veux dire, de leur capacité. C'est ce que je crains. Je crains que ce soit une nouvelle manière de vivre, vous voyez, qui permette ce prolongement, justement, à ce nouvel ordre mondial. Alors, évidemment, quand il y aura un problème, bon, on vous dira que ça tient à tel ou tel pays, que, je ne sais pas moi, enfin, on ne pourra plus avoir des énergies centrées, je ne dis pas sur les nations seulement, mais même sur les lieux de vie, quoi. Il y a des gens qui vous prêcheront
sorte de christianisme artificiel, disons, j'appelle ça comme ça, en disant il faut aider les autres. Mais ils oublient que même dans le latin de l'évangile, etc., l'autre c'est le proximus, ça veut dire le plus proche. Hein. C'est pas l'autre, c'est le plus proche. Le prochain, c'est celui qui est à côté de vous. Hein. C'est votre femme, c'est votre père, c'est votre enfant. C'est ça le prochain. Proximus, c'est pas, oui. Eh bien, alors tout ceci va disparaître, évidemment. Je crois qu'on a quand même franchi une étape et que je pense que pour la France, en France, nous serons très touchés. Nous serons très touchés parce que la structure familiale est faible. Voilà. Oui. Voilà. Je vous le dis, en Italie, peut-être moins, même si on dit que la population vieillit, etc. Mais enfin, elle vieillit, ça c'est la loi de la vie. Bon, elle vieillit. Les jeunes sont peut-être minoritaires, mais enfin, vous savez, la nature elle-même, dans la nature, vous voyez, moi je vois des colonies de fourmis quelquefois près des arbres, vous voyez qu'elles disparaissent, et puis elles reparaissent tout d'un coup. C'est pareil pour l'homme. Quand il y a une diminution de population, il y a ensuite l'instinct de vie qui reprend. Ce n'est pas ça qui me fait peur. Ce qui me fait peur, c'est précisément notre propre pays, malheureusement, qui est le centre des révolutions, mais pas dans le bon sens, évidemment, pas dans le bon sens. Et vous allez voir que cette sévérité-là que vous avez constatée, dans ces gens qui sont pour le conditionnement, et à mon avis, plus que dans d'autres pays, on le dit. Ah oui, on dit qu'en France, on est particulièrement le conditionnement. C'est une manière aussi de se fermer les yeux, oui, de ne pas vouloir voir l'avenir, voyez-vous. Mais enfin, quelques semaines, ça passe. Hein. Et vous verrez alors là la réaction, évidemment, quand les gens s'apercevront des dégâts. J'ai une image qui me vient à l'esprit, là, c'est l'image du tunnel. Quand on sera sorti du tunnel, on verra le désastre. Hein. Voilà. Oui. C'est ce que je vois, et bien sûr que vous aurez des comment on appelle, des choses pas très belles, évidemment, des choses pas très belles, et vous verrez des gens. Mais ce qui me frappe, moi, c'est les gens qu'on va découvrir morts chez eux. Enfin, ça, c'est super. Il n'y a pas de charité, vous savez. Bon, il n'y a aucune charité. Non. Il n'y a aucune charité. Enfin, je n'en vois pas, disons. Je dis par charité, même aider le prochain, pas du tout. Le type s'en fiche. Hein, ça, avec la canicule, je me rappelle, je m'étais aperçu de ça. Oui, je voyais des gens très riches qui étaient dans leur famille, mais personne ne venait les voir, ils sont tombés comme ça. Oui, c'est vrai. Vous vous rappelez de ça, mais oui. Il y avait la femme de Corbin, le fameux Henri Corbin, là, qui a écrit, vous savez, sur le schisme, ça. Eh bien, sa femme on l'a retrouvée, m'a dit le conseiller culturel iranien, on l'a retrouvée chez elle, morte, au bout de 3 jours. Hein. On risque de... Quand même, beaucoup de 3 jours, je sais pas, c'est beaucoup quand même. Voilà, ce sera un mois de confinement, on va découvrir le poteau rose. Ah oui, voilà. Ah ben le poteau rose, oui, voilà, n'en parlez pas. Ça, je crois quand même que des gens ne s'aperçoivent pas du... Je crois qu'une partie de la vérité sera connue quand même, oui. Je crois que ça se retournera contre les autorités. Mais bien sûr, dans le désordre, ça se retournera contre les autorités, je le crois. Oui. Bon, déjà, on dit des choses, je vais dire des choses que vous entendez, bien sûr, mais bien sûr, par Internet, on a beau dire, quand même, les gens se sont rendus compte de certaines choses, oui, bien sûr. Oui, les réseaux sociaux ont contribué quand même au partage d'informations, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais a permis aussi à certaines personnes de se réveiller, parce que c'est vrai qu'on est abreuvé d'informations, mais en même temps, il y a des gens qui arrivent quand même à se réveiller grâce à ça. C'est vrai, ça a permis à des gens de se réveiller. Je reconnais même que ça fait un peu déraper notre système en France. Ouais. Je sais qu'ils ont, bon, avec l'histoire de Raoult aussi, ça a été quand même. Oui, je vois. Bon, j'ai suivi ce qu'a fait Salim Naïbi là-dessus. C'est très bon, oui. Mais je reconnais que là aussi, c'est une. Enfin, quand même, si les gens, vous savez tous cette histoire de déclarer la chloroquine substance très vénéneuse, comme je l'ai lu, quoi. Quand même, le 13 janvier, il faut quand même être idiot pour ne pas croire pour ne pas comprendre, disons, qu'il y a une manipulation, là. Quand même. Alors, je ne dis pas que tout se résout à cette histoire de chloroquine, mais parce que il y a quand même des points d'ombre. Je dis, le point d'ombre, c'est quand même c'est quand même les statistiques. C'est-à-dire quand on verra que les statistiques, quand on verra dans quelque temps que ça n'a pas changé les statistiques grippe à l'ordinaire, ce que je crois, eh bien évidemment, il y a des gens qui se poseront des questions, évidemment. Oui.
Oui, oui. Mais Mais je n'ose pas le dire autour de moi. Je le dis évidemment à mon neveu, je le dis à des camarades qui sont convaincus. Mais je dis à mon voisin, par à côté, bon, je fais attention, quoi. Je n'ose pas dire c'est rien, quoi. oui, Voyez, je comprends. Je comprends. c'est rien, quoi. Moi, je marche quelquefois devant chez moi, parce qu'il y a une ancienne voie de chemin de fer. Bon, quand on me voit passer en voiture, les gens font des mines quand ils me voient passer. Pourtant, vous savez, ils se décomposent, vous voyez. Oui, voilà. Alors, je suis le seul, évidemment. Avec une autre dame qui vient, et j'ai l'impression qu'elle pense comme moi aussi. Oui, je ne sais pas pourquoi, mais je vois son expression, j'ai l'impression. Mais nous ne sommes que deux à sortir. Deux, Oui, trois, peut-être quelquefois l'autre en vélo, en pleine campagne. Vous êtes venus déjà, vous savez où je suis. oui, bien sûr, oui, je sais. Là, même là, devant la porte, les gens me regardent bizarrement parce que je suis dehors. Alors que je suis entouré de chevreuils, de sangliers, je suis entouré de. Écoutez, c'est le paradis pour ces bêtes-là, Non, bien sûr. Non, non, mais je vois tout de même que les gens commencent aussi à changer d'opinion parce qu'ils en ont un petit peu assez de ce confinement. Et ça provoque de la colère et de l'interrogation aussi, hein, d'être enfermé depuis un mois chez soi. mais oui, puis alors, ils vont se poser la question quand même comment. Enfin, ils peuvent se demander, problème, est-ce que c'est vraiment utile à la guérison? Enfin, je ne sais pas. Oui, oui, Moi, je me pose cette question, mais je dis, mais d'abord, c'est très dangereux de confiner des gens, même à supposer qu'ils soient malades. C'est quand même, il vaut mieux aller les soigner que les confiner. Enfin, d'ailleurs, et surtout confiner en famille, confiner des gens. Non, mais ça n'a pas de sens. ça n'a pas de sens. C'est une mesure. On peut dire policière, plus que policière, c'est une mesure, disons, d'intimidation, c'est tout. Tout à fait. Et pour moi, c'était quelque chose de prévu. Je ne peux pas l'imaginer autrement. Non, on ne peut pas l'imaginer autrement. Avec ces fameuses amendes qui sont montées, je crois, m'a dit la dame policière, la Marocaine, m'a 1000 dit que euros? c'était monté, oui, le chiffre le bénéfice des amendes pour l'État Ah était oui, fort. le bénéfice. T'es fort, oui, t'es fort, oui, oui, t'es fort. Eh bien, bon, je sais qu'il y aura une réaction. Je sais qu'il y aura une réaction, oui. Mais de toute façon, ce qui est obtenu pour eux, c'est des ruines. Et ils ont besoin de secouer cette machine qui était la nôtre, quoi, pour Oui. pouvoir justement nous lancer davantage dans le crédit, nous affaiblir davantage, oui, c'est sûr. Et de ce côté-là, c'est réussi. Puisque il est certain que bon, on peut guérir de la grippe, mais on ne peut pas guérir quand même du manque de travail. D'accord. Et non, on ne peut pas. Mais je vois les chiffres sur les échos, il me semble enfin, les échos me semblent plutôt bons, enfin, parce que ils ont des correspondants qui sont à l'étranger, des correspondants qui payent bien. Et là vraiment, je vois les résultats, les planches, oui. Je pense même que vous voyez, je pense que le confinement ne sera pas aussi fort, il va se terminer en Espagne, je crois. Oui. Parce que D'accord. ici, je ne sais pas pourquoi, je sais pas pourquoi, il y a eu peut-être aussi ce manque de réaction m'inquiète quand même en France beaucoup. Oui, parce que Il interroge. ouais, oui, oui, parce que Il j'ai vu, il n'y a interroge. que des médecins des médecins que je vois parler qui ont du bon sens, mais sur les autres, sur les hommes politiques, etc., on a l'impression qu'ils sont tenus par quelque chose, je ne sais pas. Oui. Ils n'osent pas se prononcer, qu'ils ont peur de trahir l'intérêt public, de se déconsidérer. Ils attendent des consignes, tout simplement. Oui, moi, je pense que c'est ça. Je crois que c'est Ils ça. attendent des consignes. Ce sont des consignes, c'est tout, ce sont des consignes. Oui, 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 mais c'est le. Et Michael, chez vous en Alsace, comment ça se passe? Vous avez comment vous dire, c'est le Grand Est, comme on dit, là. Ah là là, Oui, oui, le fameux Grand le Grand Est. Est, oui, et oui, Grand Est, et oui, et oui. Ah, ah Est, oui. la direction, et puis le Grand Est aussi, à la manière d'un Et le test. Grand Est, oui, et les deux. Le Grand Est et le Grand Est, c'est bien dit. Ah oui, c'est Voilà, bien. les deux en même temps. Et oui, et oui, et Eh oui. bien, le confinement par chez moi, ça se passe. J'ai quand même l'impression qu'il y a. Enfin, je vois quand même pas mal de monde qui sort. Donc, moi, je suis obligé de sortir tous les jours puisque je vais travailler. Et je vois qu'il y a quand même beaucoup de monde dehors finalement. C'est pas tellement confiné que ça.
Je Bon, ne bon, sais pas comment c'est dans d'autres régions, mais on me dit que c'est quand même assez... qu'il y a vraiment personne, quoi. oui, mais du côté de Toulouse, il y a quand même du confinement. Ouais. Ouais. Donc c'est pour dire, oui, oui, je pense qu'il doit y avoir une différence entre ici à Toulouse, c'est vraiment confiné, c'est vraiment confiné. Ouais. Bon, il y a quelques promeneurs, il y a quelques sportifs, mais bon, dans l'ensemble, après la police se comporte plutôt bien. Je veux dire, Oui, ici c'est par ce qu'on exemple, m'a dit. On m'a dit. à la côte pavée, ils sont plutôt, ils ne sont pas désagréables et on arrive quand même à discuter un petit peu avec eux. Mais non, à Toulouse, je dirais qu'il n'y a pas trop de monde dans les rues, mais ça n'empêche pas de sortir, de faire une petite promenade, de faire les courses. Oui, bon, tant mieux, tant mieux. Mais l'ambiance est plutôt détendue à Toulouse. Ah oui, plutôt détendu, tant mieux. Plutôt Oui, ça ne détendue, m'étonne pas, vu pas. le caractère toulousain, ça ne m'étonne pas. Eh bien, chez moi en Alsace, inversement, il y a quand même, je trouve, beaucoup de gens qui sortent, mais c'est tendu. Ah oui, c'est tendu, voilà. Franchement, c'est tendu parce que les gens sortent, mais savent qu'ils sont dans une situation quand même. Enfin, c'est tendu et contrairement à ce que vous me dites dans vos régions respectives, la police, bon, ça va. Mais ici, donc moi je suis en zone gendarmerie, ici ça ne va pas en fait. La gendarmerie est très agressive, très inquisitrice, très... Mais ça a toujours été. Ça Très a active, ouais, toujours, ça a toujours été, très active. toujours été le cas agressif, oui. D'autant que, enfin, c'est partout pareil, hein. Les gendarmes ne sont pas des gens du pays, j'ai l'impression, ce sont des gens qui sont de Ah l'extérieur. oui, bien sûr, de l'extérieur et surtout pas ici. Ah ouais, surtout par ici. Pas Oui, oui. ici. Ah oui, je sais, surtout par ici. Oui, 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 surtout en Alsace, oui. Oui, 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 c'est une. Oui, oui, c'est agressif. Mais moi, je peux dire que la gendarmerie est quand même assez mal vue par la police, enfin, parce qu'ils se sont même, comment vous dire, je les vois se comporter, parce que maintenant vous avez des gendarmes et policiers qui travaillent en même temps. C'est depuis quelques années. Bon, et je crois qu'il n'y a pas de, ce n'est pas la même mentalité ni même le même courage non plus. Pas le même courage, non, non, non. La gendarmerie est une institution quand même beaucoup plus politique. Oui. Depuis Napoléon, enfin avant aussi on disait, enfin c'est quand même Napoléon qui l'a mis, hein, qui l'a mis le mieux qui en a fait un corps, disons le corps que nous connaissons aujourd'hui, quoi, même si le mot existait avant. Oui, et puis il y a toute cette dynamique du casernement, parce que Du, beaucoup de du gendarmes casernement, c'est Oui, ça. tout à sont en fait. casernement, Ils sont en casernement. à la Et différence de la police. de la police, voilà, et c'est ça qui fait leur mentalité. Et puis, bon, je me rappelle de la formation, j'étais tout jeune, ça me revient maintenant. Je devais avoir 7-8 ans par là, oui. Mon père m'apprenait l'existence des CRS, oui, ah là là, oui. Avec Jules Mock, tout ça, oui, je me rappelle, mon Dieu. C'était des compagnies républicaines avant, la compagnie de sécurité, puis CRS, oui. Oui, c'était très dur, très très dur. Très dur, oui. Euh, Des affrontements, je ici, crois qu'il y aura des affrontements, oui. Oui, mais des affrontements d'origine sociale, évidemment. C'est une. Parce que je crois qu'il y en a qui perdront beaucoup. On perdra beaucoup plus. oui, oui, oui. Il y en a qui vont perdre leur emploi, les indépendants risquent de perdre leur activité, Et oui, les commerçants aussi, les commerçants. oui, 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 oui. Mais déjà, quand il y avait C'est- les manifestations de Gilets jaunes, vous aviez des gens qui avaient perdu un peu quelques emplois, oui, dans oui, à Toulouse. Toulouse, il y a eu Du beaucoup de côté de, fermetures. oui, au côté de Rémusat, tout ça, il y avait déjà Et, fermé. Et alors là, vous imaginez avec ça, mais non, mais c'est pas possible. Mais même 15 jours, c'est déjà un drame. ne serait-ce que pour les restaurateurs Les aussi. restaurateurs, oui, les restaurateurs. Et en plus, ça va toucher. Moi, je crois que ça va mordre le mois de mai. Hein. Oui, je le crains. Oui. Même Mais je pense que. même Non. plus Pardon, loin. Michael. Je disais même plus loin que le mois de mai, je pense. Oui, moi aussi. J'allais vous dire, oui, mais c'est. Écoutez, vous me faites dire ce que je pense. Hein. Vous me mettez à l'aise pour dire ça parce que je n'ose pas trop le dire. Comment c'est. Les, Moi, les professeurs. on me dit que ça serait au-delà du mois de mai.
Mais Oui. c'est dangereux parce que la population ne va pas résister. Enfin, je Non, pense à ce pas moment-là, là, vous aurez un changement, vous aurez une modification de Des l'état d'esprit. soupapes. Il y aura toujours des soupapes. Ils ont parlé, je crois qu'ils en parlent déjà actuellement hein, sur le Oui, service public. Ils parlent de la sortie du confinement, mais ils disent par étapes. Donc finalement, ce sera en fait, je pense, un confinement éternel, un peu comme oui, c'est ça. l'état d'urgence qu'on a par rapport au terrorisme. C'est ça, Mais exactement. Comme bon, l'état ce d'urgence, sera c'est ça. un déconfinement par étapes. Où certains pourront sortir avant, on pourra sortir sous certaines Et ça sera conditions. toujours sur fond de confinement. Voilà, c'est ça. Voilà, sur Ouais. fond, avec des conditions qui finalement seront dites comme exceptionnelles, mais resteront sur le long terme. Mais resteront. Oui, j'en suis sûr. J'en suis sûr. Pour le déplacement, je ne sais pas comment ça va se passer pour le déplacement. Bah, pour Toulouse, je pense que ce sera assez simple parce que bon, Airbus n'est pas fermé. Enfin, les usines d'Airbus ne sont pas fermées Oui, et ils sont pas fermés. Oui, oui, oui. il me semble que les chaînes de production tournent. Mais lorsque les activités reprendront, je pense que voilà, se rendre à son travail ne sera pas interdit. Non, 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 non. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Non, mais oui, mais Mais je pense qu'ils vont interdire plutôt les rassemblements ou bah, des manifestations. les rassemblements, je crois pas que les rassemblements. Je crois que là-dessus, ils ont gagné sur les Oui, rassemblements. Ah oui, 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 là, oui. ils ont gagné. Là, ils ont gagné. Là, je crois que c'est même ouais, irrémissiblement gagné. Ils ont gagné. Ah oui, une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Oui, 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 oui. Moi, je ne le voyais pas au départ. Enfin, ça me paraissait impossible. D'abord, je ne pouvais pas l'imaginer. Hein. C'est pas. Ça a été habilement fait, tout ça, quand même. Oui. Très habilement fait. Ça a été fait. Et c'est quand même mondial. C'est quand même extraordinaire. Alors, pour l'Afrique, évidemment, bon, mais ça, c'est le. Je ne vois pas. Je sais que pour l'Afrique du Nord, moi, là aussi, il y a je connais bien la Tunisie, comme vous savez, et j'ai des amis en Tunisie qui me disent que bon, la population, elle sort quand même si c'est pas autorisé, elle peut sortir, disons. Au Maroc, c'est beaucoup plus difficile. C'est difficile. La police, quand même, tape beaucoup. Et il y a eu l'armée un peu en Tunisie aussi, mais on peut pas, je ne crois pas quand même qu'on puisse obliger le peuple à rester chez lui. Je crois pas. Voilà. Moi, Je ne crois pas, pense je ne crois pas, non, 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 non. moi non plus. Et ici, on fait des proclamations, comme je crois évidemment au feu le confinement, mais je crois que passer la moitié du mois de mai, les gens ne comprendront pas. Non, Ne non. comprendront pas pourquoi il faut rester. Non, 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 non. D'autant qu'on verra les notes, on apprendra qu'il y a une diminution Oui, il va commencer à faire beau, à faire chaud. il va faire chaud, et oui, et donc On ne comprendra pas. c'est difficile de maintenir le virus quand même dans un état de chaleur pareil, oui, bien sûr. Oui. Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Je dois dire que c'est plutôt le constat des ruines qui me fait peur. Moi, c'est ce qui m'inquiète. On va voir le constat immédiat. Hein, immédiat. Les chiffres donnés par les échos sont épouvantables, oui. Oui, et alors que Je pense que ce n'est il y a qu'un tous les début. domaines touchés, on voit il y a toute la liste des domaines touchés. Mais parce qu'ici, j'ai des échos, ils sont, comme c'est une région où il y a beaucoup d'étrangers, j'ai même le New York Times, quelquefois, vous savez, au village à côté, en face, au village, donc il y a quelques Anglais qui sont là, des Hollandais. Ici, ce que j'ai là, c'est une maison qui appartenait à un Hollandais, d'Eric. Et donc, bon, je suis un peu alimenté. Mais autrement, par exemple. Pardon, j'entends pas très bien. Ah oui, Excusez-moi, Pierre et Mickaël. Alors, ce que je propose, c'est que, bon, bah, c'est bon, déjà 1h25, c'est bien. Donc, je propose qu'on s'arrête là sur le sujet. On pourra y revenir prochainement. très bien. Et en tout cas, merci beaucoup de votre intervention, professeur Dortiguier, et nous reviendrons vers vous d'ici Merci. quelques temps. Merci, Mickaël. Ah bah de rien, de rien. Et elle aussi, c'était une joie de vous entendre pour la première fois aussi. Pour la Oui, première fois, oui, ah effectivement. oui, oui, oui. Et j'espère qu'on se réentendra l'un l'autre. Oui, oui, on se réentendra. Oui, 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 ça, Dieu merci, on se réentendra. Oui, oui. En tout cas, Prenez soin je de souhaite une vous. bonne chose à votre famille, à votre épouse aussi.
Et puis, j'espère que donc vous passerez, oui, que vous arriverez Merci beaucoup. à surmonter quand même cette découverte de la catastrophe générale. C'est ça Oui, surtout. oui, oui, oui. Voilà. Oui. Autrement, ben, écoute, Mézi, il faut remercier Mézi, l'ange Mézi. Hein. Mais oui, c'est elle qui nous a proposé, Eh oui, cette discussion et c'était une très oui, bonne idée. voilà. Très bien, c'est très bien. Moi, je m'excuse, D'accord. évidemment, j'étais pas très rasé, puis je suis toujours bavard. Et Il parce n'y a que aucun j'ai souci. l'impression que je ne dis rien. C'est pour ça que je parle toujours. Je dis, tu ne parles pas assez, tu ne dis rien, alors je dis quelque chose. En tout cas, c'était un réel plaisir et puis on Merci, renouvellera. merci, merci. Eh bien, écoute, Merci à vous tous. merci bien, merci. Nous vous remercions beaucoup, merci. Merci. Merci, À Michael. bientôt, À Michael. bientôt. À À bientôt. bientôt, à À bientôt. Au bientôt, revoir. à bientôt. Auf Wiedersehen, à bientôt. À Auf bientôt. Wiedersehen. Auf Wiedersehen, ja. Mit Vergnügen. Mit Vergnügen. À bientôt, Mézi. Et puis, les bénédictions à la maison aussi, bien sûr.